Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Regard social sur Equinox Télévision. Leurs journées sont parsemées de douleurs, de frustration et même d'angoisse à cause des plaies qu'ils traînent, des plaies qu'ils traînent donc depuis des mois, voire des années. Le phénomène des plaies incurables prend donc de l'ampleur au Cameroun, on le voit bien, à travers également ce que vous aurez à découvrir sur ce plateau ce soir. Ils sont des centaines, hommes comme femmes, à souffrir de ces plaies inguérissables, malgré notamment la multitude, bien entendu, des centres de prise en charge de cette pathologie. Et là, on constate toujours qu'il y a des personnes qui vivent avec ces plaies durant des mois, des années, et qui finissent parfois par disparaître ou alors à quitter cette terre de misère. Nous parlerons du sujet ce soir avec quelques cas que nous avons sélectionnés au pif, et vous aurez donc à écouter les uns les autres. Comment est-ce que la situation a commencé? Comment est-ce que ces plaies ont débuté? Ce sont des histoires pathétiques et choquantes que vous aurez donc à suivre au cours de cette édition de Regard social. Madame, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Ils sont sur ce plateau, ces personnes, en tout cas ces gens qui vivent avec ces blessures. Et là, difficile pour ces gens de pouvoir joindre les deux bouts. Difficile également de pouvoir se prendre en charge, faute de moyens financiers. Avec nous sur ce plateau, donc, Ibela Joseph, Marc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, vous venez de Mbalmayo. Je viens de Mbalmayo, oui. Et vous êtes malade depuis des mois aujourd'hui, oui. Pratiquement 4 à 5 mois. 4 à 5 mois, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, je vivais à Libreville. Donc, un matin, je me suis réveillé, j'ai constaté que mon pied enflait. Alors, tout en espérant que c'était quelque chose de simple, j'ai pris des bombes, des antibiotiques pour évacuer le mal. Ben, ce qui ne fut pas le cas, ça a persisté pendant des mois, au point où j'ai eu à rencontrer des praticiens. Je suis allé à l'hôpital. Ben, à l'hôpital, on me laisse entendre qu'on ne trouve rien de grave qui dérange sur mon pied. Alors, j'ai essayé de rencontrer les praticiens de part et d'autre pendant au moins près de 2 mois, 3 mois. Mais je n'ai jamais eu gain de cause. Le mal n'a fait que persister au point où cela a envahi déjà tout le pied, comme vous pouvez le constater. D'accord. Vous allez davantage nous expliquer et voir également montrer au grand public comment est-ce que votre pied est devenu donc endommagé à cause de cette blessure, cette plaie qui continue de ronger votre jambe. Difficile justement de pouvoir vous mettre debout et de marcher sur vos 2 pieds. Avec nous également sur ce plateau, maman mannequin Françoise, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue, vous venez de l'Ouest Cameroun, du département de la Ménoire. Voilà. Vous êtes la tante de Akemeza Jules Patrick, qui est malade également. Il est âgé de 32 ans. Il souffre de quoi? Il a fait l'accident dans un atelier. On avait poussé la barrière pour vouloir fermer l'atelier. Donc, comme la barrière pesait, ses amis ont lâché, ça a dérouté. Ses amis ont lâché à lui-même. Ça lui a plané au sol. Donc la barrière est tombée sur lui? Sur lui. Oui. On lui a amené ici à Bonassama. De là, ça n'a pas marché. On lui a porté maintenant pour amener à la Kinsini. De là, on a dit qu'on va opérer son dos. On a fait la radio, on a vu le pied était cassé, le dos était cassé. Maintenant... Donc les vertèbres étaient déplacées? Oui, on a fait la radio, c'était un peu... décalé? Oui. On nous a demandé d'acheter les produits, on a acheté tout. On a dit qu'on va mettre le fer sur le pied, mettre le fer sur le dos. Donc, nous aussi, on pensait qu'on devait faire ça, ça va être facilement. On a passé près de 4 mois à la Kinsini. On le fait sortir. On lui a amené à la maison. Arrivé à la maison, maintenant le corps, ses fesses ont commencé à pourrir. On a porté maintenant pour amener à Baleving, dans notre hôpital là-bas. Ça n'a pas marché. On est allé dans un hôpital qui est toujours dans main noire. On appelle l'hôpital Bansangala. Ça n'a pas marché. Faute de moyens, nous sommes comme maintenant à la maison avec lui.
D'accord. Nous allons davantage vous écouter au cours de ce programme. Comment est-ce que vous vivez avec lui au quotidien, vous nous direz. Et là, pour accueillir aussi Elvis et Wangé Mokete, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, vous également, vous êtes malade, vous êtes âgé de 33 ans. Oui. Et vous avez cette plaie qui ne guérit pas depuis plusieurs mois aujourd'hui. Oui, depuis septembre. Oui, depuis septembre. Oui. Oui, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Oui, j'avais un bon matin, le 1er septembre. Je devais sauter pour un caniveau. Comme la petite pleure a tombé, donc je me suis glissé jusqu'à botter mon pied ici. J'ai une petite blessure. J'ai commencé à prendre l'antibiotique pendant 2 semaines, ça ne guérit pas. Un jour, je me suis élevé encore, après 2 semaines pour aller faire un petit job. Je prends le bout maintenant, je porte le bout, je ne pas faire, je reviens. Deuxième jour encore, je porte le bout encore, je ne pas faire, je reviens. Le deuxième jour que je lève la bout là, je vois comment le pied là commence à se gonfler. Donc, je me suis couché à la maison, et dans la maison, j'envoie le message à la personne que j'avais avec lui, qui voit ce qui s'est passé. C'est au dimanche matin qu'elle est venue maintenant, parce que c'était le vendredi, le dimanche matin qu'elle est venue. On m'a mené pour une petite médecine. Maintenant, le médecin là demande l'injection, demande le comprimé. Et que dès qu'elle avait la maison, elle commençait à baisser ça. Dès qu'elle a commencé à baisser, oui. Oui, ça a commencé, tout ça a venu maintenant une blessure. On a commencé à faire le pansement pendant 2 semaines. Ces messieurs sont abandonnés à la maison. Ils ne passent pas encore. J'ai fait 3 semaines à la maison, sans prendre les comprimés, sans faire le traitement. C'est les gars maintenant au quartier, maintenant sont cotisés 500. Ils me disent que je n'ai pas de chercher là où je peux me soigner. C'est là maintenant une personne maintenant est venue maintenant et m'indiquer qu'il n'est pas à Dimbamba. Après il y a ça, qu'il y a les sœurs là-bas qui, oui, qui peut m'aider. J'arrive là-bas et c'est me dit qu'apparemment c'est avant qu'il fasse ça. Là maintenant, tout est changé. Il peut seulement faire le pansement pour moi. Après, il me fait le test. Mais il dit qu'il veut sortir payer. Il ne me dit pas le problème. Ils ont fait le premier pansement. Il me suis rentré au quartier, il explique au gars, voilà ce qui s'est passé. Les gens me dit qu'il n'est pas au village. Il dit que non, chez nous là-bas, parce qu'ils sont indiens. Oui, il dit que combien de gars là-bas, moi je ne sais pas prendre le blessure, il n'est pas aussi là-bas, chez nous là-bas. Il veut me chercher comment on peut guérir ici. Parce qu'il y a des problèmes dans votre village. Oui, parce qu'il y a des problèmes dans notre village. Donc, le bailleur aussi dit qu'il n'est pas resté avec sa maison, avec les gens blessés aussi comme ça, qu'il porte mon chèque là-bas de part. Et je me suis demandé pas. Alors, vous dites bien que votre bailleur vous a demandé de sortir, de libérer la chambre. Oui, à cause de cette blessure-là. Oui, vous êtes désormais malade. Oui, parce que ça était grave. C'est une plaie. Oui, parce que ça c'était grave. Guérissable. Oui. Oui, il a demandé de libérer sa maison. Il prend mon sac maintenant, avec le petit habit maintenant. Il commence à marcher maintenant partout pour regarder les. Aider. Apparemment, j'ai marché sur l'église. Je me suis tombé maintenant à la mission catholique qui est là-bas, après on prend un petit pays. Oui, c'est là-bas maintenant, on va m'aider. On a aidé, vraiment aidé là-bas. On m'a donné 20 000 là-bas. On m'a donné 20 000 là-bas. Je prends les 20 000 maintenant, je descends. Chez là, on peut faire le pansement encore. Jusqu'à ne pas tomber sur un monsieur qui est là, une santé. On appelle la santé là, médical. Médical, médecin. Oui, vous êtes arrivé dans un centre de santé. Oui, centre de santé. Oui, le monsieur a décidé de vous prendre en charge. Oui, oui, il a dit qu'il est entré et fait le pansement. Apparemment, j'ai déposé 15 000 là-bas. Et pas encore le deuxième jour, il revient, le troisième jour encore, il est revenu. Il me regarde, il m'a dit où est-ce que moi j'habite. Il a expliqué que voilà ce qui s'est passé. Là où je habite. Elle dit que bon, elle ne va pas me laisser pour que je rentre avec ça. Comme ça, de rester dehors. Il faut que je rentre là-bas et ici pour voir ce qu'il peut faire avant qu'on peut regarder. Et depuis, vous êtes chez lui? Oui, depuis ici chez lui. D'accord, il s'occupe du pansement? Oui, il s'occupe du pansement là-bas. Et c'est gratuit? Non. Il fait ça pour rien? Non, il fait ça, il dit qu'il fait ça pendant que des chercheurs ne peuvent pas avoir contact avec ma famille, s'il peut m'aider. Ou après, il va me regarder. On va regarder comment je peux le payer. Mais pour le moment, là, elle ne peut pas me laisser avec le blessure comme ça. Il faut qu'il fasse quelque chose d'abord, comme je suis présent devant lui. Donc depuis là-bas, sur le clinique là-bas, c'est lui qui fait tout là-bas pour moi. Et lui-même vous donne ce qu'il y a un outil, même le complément. C'est lui qui me donne. Donc tout. il vous prend en charge à crédit? En attendant éventuellement qu'il y ait un peu d'argent pour qu'il compense tout ce qu'il dépense. Oui, c'est ça. Oui. Très bien. Alors, donc, vous êtes avec lui et vous vous débrouillez. C'est lui qui vous nourrit en même temps?
Oui, ils me donnent la nourriture là-bas. Parfois aussi, ils me sortent aussi dans la rue aussi. Ils me battent aussi. Ils demandent des sous aux gens. Les femmes qui vendent aussi la nourriture. Les femmes aussi m'aident aussi. Parfois, me donnent la nourriture. Parfois, quand les malades aussi viennent, ils vont à ma situation, comme monsieur là-bas, c'est aussi, ils me donnent aussi la nourriture. D'accord. Alors, difficile justement pour Elvis Ewange Mokete de vivre avec cette plaie qui ne guérit pas depuis des mois aujourd'hui. Il vit dans un centre de santé et le propriétaire a décidé de l'accompagner, de vous soutenir, c'est ce que vous dites. Oui. Il vous aide. Oui. Ok, mais est-ce qu'il y a un changement au niveau de votre blessure, de votre plaie? Oui, ça a changé quand même un peu, monsieur. Oui, ça a quand même changé un peu. Ok. Donc avec le temps, vous espérez que ça va se cicatriser? Ça va un peu, parce que je marche un peu maintenant. Je veux dire que j'ai fait l'effort pour marcher un peu. Mais il faut de l'argent, il faut toujours l'argent pour la Oui, il faut l'argent. D'accord. Alors, maman Françoise, oui, votre fils, lui, il a fait cet accident. Est-ce que ses patrons se sont occupés de lui? Il était venu pour les premiers soins. Et à la dernière minute, il n'est plus venu. Il n'est plus venu. Alors, vous êtes retourné au village, vivre avec lui. Comment vous faites pour vivre avec quelqu'un qui est malade, paralysé carrément, avec des escarres qui ont occupé carrément toutes ses fesses? Présentement, là, normalement, sa maman devait être ici. On ne peut pas laisser. Il faut toujours 2-3 personnes à côté de lui, parce que pour le porter, il faut au moins 4 personnes pour le tourner. Maintenant, sa mère ne peut pas être ici. S'il faut qu'il se lave, il faut qu'on le porte. Il faut 3-4 personnes soient à côté de lui pour le porter. Pour faire le sel, il n'y a pas moyen. Il y a le moment, s'il n'y a pas les gants, on envoie que les mains dans les nuits pour enlever le carapace. Il n'a pas la force pour pousser. C'est comme ça tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Bon, il est donc à la maison et comment vous faites pour... Il faut des moyens. Il faut des moyens, mon père. Il faut des moyens. Voilà son père qui est là. Mais est-ce que vous avez contacté tout le monde, je veux dire toute la famille, pour essayer de l'accompagner dans sa prise en charge? La famille a fait de leur mieux. La famille a fait de leur mieux. Ok. Alors, Joseph, vous êtes venu du Gabon. Oui. Et étant déjà malade ou c'est étant déjà quand vous malade arrivez au pays que la maladie commence? Non, je suis venu du Gabon étant déjà malade parce que à force de voir que ça ne tenait pas, c'est là où je suis revenu au pays pour voir la famille, pour pouvoir m'aider pour éradiquer ce mal. Mais la famille est dépourvue de moyens, ne peut pas grand-chose pour moi, pour le moment. Donc je suis là comme ça. J'ai été au Balmayo chez les Chinois disant qu'ils devaient amputer. Mais faute de moyens, cela ne fut pas fait. On a fait des tradipraticiens tout en espérant qu'ils pouvaient me porter secours, ce qui ne fut pas le cas. Le mal ne fait que aller de mal en pire. Et je viens ici auprès de vous demander de l'aide, si vous est possible de m'aider à ce que vraiment j'en ai... Donc ce mal commence vraiment à me tenir. Est-ce qu'on vous a au moins donné les causes de votre maladie? Bon, réellement dit, on me laisse entendre que c'est une maladie mystérieuse ou mystique quoi. Parce que à l'hôpital on m'a pas dit quelque chose de... Je n'ai pas eu un accident. On m'a juste laissé entendre que le sang ne circulait pas. C'était tout. On ne m'a rien dit de concret. Et à l'état où c'est là, on m'a laissé entendre que ce qu'on pouvait faire là, c'est l'amputer. C'est tout. Alors, qui a proposé d'amputer la jambe? À l'hôpital chinois. On m'a été proposé d'amputer cette jambe. Alors, vous dites que ça a laissé la cheville, la jambe, maintenant c'est au niveau de la cuisse? Oui, oui, c'est en train de monter. En fait, tout ça c'est ouvert. Si je détachais, vous pourrez mieux...
tout ça est pourri presque, je dirais. Ok. Je ne dors pas de nuit comme de jour. Je dirais tellement la douleur macabre, je n'arrive pas à me retrouver. Et qu'est-ce que la famille fait? La famille dépourvue de moyens n'a pas pu faire grand-chose. Ce qu'on a pu faire, c'est aller chez les Chinois, mais on n'a pas pu même faire à ce qu'on puisse amputer ça, parce qu'il n'y a pas de faute de moyens en fait. Est-ce que vous avez rencontré l'élite de Mbalmayo? Il y a quand même oui, ben, je suis allé, la maman allait à rencontrer l'élite de Mbalmayo qui est le maire. Bon, on a déposé un dossier et il nous a laissé entendre qu'il n'y avait pas un budget qui a été voté pour cela. Donc il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut rien faire pour nous en un mot. Il n'y a pas de budget à la mairie pour accompagner des personnes vulnérables? Tout à fait. C'est ce que le maire a laissé entendre? Tout à fait. Ok. Pourtant. Alors, et ça fait 4 mois, 5 mois que vous êtes malade? Oui, ça fait 4 mois ou 5 à 6 mois que je souffre de ce mal. Il n'y a pas que le maire aussi à Mbalmayo, il y a... On a rencontré le gouverneur, c'était la même chose, il n'avait rien, je crois. La maman allait les rencontrer. Ils n'ont pas trouvé une solution pour moi. En fait, si vous voyez, je viens de quitter le Mbalmayo cet après-midi pour me rendre à votre émission, comme vous pouvez le constater. D'accord. Alors, vous êtes donc venu sur ce plateau de Regard Social, rencontrer les âmes de bonne volonté qui vous regardent et qui vous suivent en ce moment. Qu'est-ce que vous leur dites? Oh, vous allez regarder cette caméra, celle qui est devant vous? Oui, je demande pardon. Et je demande de l'aide à toute personne de bonne foi qui puisse m'aider pour me venir en aide par rapport à ce mal. Je prie toute personne de bonne volonté de pouvoir vraiment m'aider parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis à bout. Tous ces pieds déjà, comme vous pouvez le constater, pourris, comme vous pouvez le constater. Je demande pardon et que toute personne de bonne volonté puisse me venir en aide pour m'aider par rapport à ce mal qui m'accable. De jour comme de nuit, je ne dors plus. Je ne dors pas. Qui vous a dit que c'était une maladie mystique? C'est des praticiens que j'ai eu à rencontrer et à voir aussi combien de fois vraiment je ne sais pas comment est-ce que on n'est pas arrivé à bout à éradiquer ce mal. D'accord. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous pouvez avoir le cœur net et tranquille, je vais dire, parce que vous avez rencontré la grande famille des téléspectateurs et même des âmes de bonne volonté d'Equinox Télévision, notamment de Regard Social, qui accompagne tous ceux qui sont en difficulté, et on le sait d'ailleurs. Alors, moi, Françoise, oui, alors, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs pour le cas de Jules Patrick? Nous sommes venus comme ça, demander l'aide, que tous les gens de bonne volonté qui viennent en aide pour nous. Vous allez préciser qu'il est paralysé des 2 membres inférieurs. Oui, de deux pieds, tous les 2 pieds. Il ne marche plus. Donc, on voulait seulement demander, on veut l'aide. Si il peut même, ça peut même pas, il le permettre de s'asseoir même sur le vélo pour marcher. C'est ça que nous sommes venus comme ça pleurer. Vous regardez son papa qui est là. Lui, pour porter un vieux gaillard comme lui là, regarde comment il est devenu. Tous ses petits frères sont sortis ils ont abandonné l'école à cause de cet accident. La famille a fait de leur mieux ils sont au bout. Nous sommes venus comme ça demander l'aide pour tous les gens de bonne volonté qui viennent à notre aide. Donc l'enfant est abandonné au village. Il est au village. Le village sans soin, et les jours passent, la situation s'aggrave davantage. Ok. Merci. Ça, c'est le cas de notre ami
Akemeza Jules Patrick, qui est donc dans la Ménoire. Il souffre énormément, il a besoin de votre aide également. Alors Elvis Wange Mokete, nous allons nous séparer. Vous avez également un message adressé aux gens qui vous regardent. Oui. Oui, aux gens du village, de la ville, partout, qui sont en train de suivre ce programme aujourd'hui. Oui, monsieur. Allez-y. Oui, et demander d'aider pour tous les gens de bonne volonté qui là où monsieur Calé. Monsieur Calé sur la clinique là, il n'a même pas l'argent pour payer mon facture là-bas, même l'argent pour manger. Mais pour que de manger, des fesses, il y a toutes les difficultés là-bas, même pour manger, mais des souffriments là-bas. Je ne sais même pas comment ils peuvent faire pour payer la facture là. Chez nous là-bas à Sud-Ouest, comme il y a la guerre là-bas. Vous pouvez parler en anglais aussi, hein. C'est pas mauvais. Ok. Allez-y, vous pouvez parler en anglais, ça va. Je peux parler en pidgin. D'accord, même en pidgin, allez-y. Ok. Je beg my brother and sister for my own. My brother and sisters them say they so clear me are there for hospital and they me alone tight for day. As we work there for Southwest side, Southwest for day, me I never take the food to go to Southwest for day. Because when people do the work, me I know feel on. Well, I don't fall for some good Samaritan hand way. It get some clinic too. They treat me for day for crazy. I don't know how me I go do. I come off the hospital. I also me I stay for day. I don't lost my house because of the home I get them. Landlord say me I never stay for your house. But I can't home I get them. So me I come out. I go find place where I'll cure myself. If I want to stay, come back, I'll come back with me, I won't cure myself. So I beg my brother, my sister, and people are there for me around tight. Even wait for me for day for chop for the way no day. I don't know how to pay for. I don't know how to get money for pay my bill for come to hospital. My brother and sister come back on the beg now. I made this and crying. I beg on help me around tight to play with this so. D'accord. Elvis Ewange Mokete, 33 ans, et avec sa plaie qui ne guérit pas depuis plusieurs mois aujourd'hui. Il a besoin de votre aide, il vous tend la main également ce soir, raison pour laquelle tous se sont retrouvés sur ce plateau. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas eu la possibilité de venir à Regard Social, mais qui sont également malades dans la même situation. Pensez à votre voisin et surtout trouvez lui quelque chose de positif, quelque chose qui peut également l'amener à retrouver le sourire. Difficile justement de savoir qu'on a un voisin malade et à qui on ne peut pas apporter de l'aide. Il est donc vraiment difficile. Merci donc d'être avec nous ce soir. Nous allons marquer une pause, la toute première de ce programme. Et c'est un reportage, deux reportages en un, des reportages qui situent la situation de Akemeza Jules Patrick, qui est donc dans la région de l'Ouest Cameroun, dans quelles conditions il vit et depuis quand il est malade. Tous ces éléments sont contenus donc dans le reportage que vous allez suivre dans un instant. Et également Elvis aussi, qui a des difficultés à pouvoir joindre les deux bouts. C'est juste après, nous allons accueillir nos invités. Assis à même le sol, la mine dépitée et le regard perdu, le jeune homme que vous voyez ne souffre d'aucune démence. Parti de la localité de Ndiang, dans son sud-ouest natal, pour gagner sa vie il y a un peu plus de 5 ans, la quête d'une vie meilleure s'est progressivement transformée en cauchemar pour Elvis. Des sorts de Sud-Ouest, formé là-bas du côté indien. L'État habitait à Kumba avant qu'il vienne ici. C'était un petit blessure, un petit truc qui avait glissé de tomber, donc j'avais une petite blessure là-bas. Pendant que les portes
les bouts pour aller au champ, pour aller faire mon petit travail. J'ai porté les bouts pendant 2 jours, je rentre à la maison. Que de m'enlever maintenant les bouts, maintenant tous les pieds ici se gonflés. J'ai fait 2 jours à la maison avant qu'on m'amène pour un petit médecin. Quand on arrive là-bas, le papa a commencé le traitement pour donner l'injection. Après, il commençait à percer le pied là. Dès qu'il commençait à percer ça, l'eau commençait à couler là-bas un peu. Il demande les médicaments, de rentrer à la maison. La personne que je travaille avec lui, quand on a fait le traitement pour 1 semaine, elle a abandonné la maison. Il ne vient plus encore. Il reste là-bas pendant 3 semaines. Sans comprimé, sans traitement. Le pied commençait maintenant à pourrir maintenant. Il a commencé à demander l'aide maintenant pour les gens au quartier. L'autre venait me donner 500, l'autre venait me donner 1000 francs. Comme ça. Je prends ça maintenant, je pars pour un paroisse à Dibamba là-bas. Le sœur me dit que là-bas il ne peut pas m'aider, il veut seulement faire le pansement pour que je rentre. Mais si c'est mieux, on va trouver un frère anglophone là-bas. Je lui ai donné le nom pour ma sœur là-bas pour qu'il cherche pour l'écrire là-bas. Il dit que oui, il a entré à Facebook là-bas, il a écrit, mais depuis là, ma sœur ne répond pas. Il dit que pour son téléphone de manger son gâteau, elle ne sait même pas. Je parle là-bas, pendant ma temps là-bas. Il dit que depuis il a écrit, ma sœur ne répond pas. Je viens là-bas déjà. Papa maintenant que c'est comme ça. Donc maintenant c'est comme ça qu'il a passé que mon frère a dit qu'elle a écrit ma sœur ne répond pas. C'est comme si ma sœur n'est pas connectée ou quoi. Donc depuis septembre que j'étais ici avec le père là, le père me donne à manger ici. Il fait le traitement là-bas. Les gens aussi, quand les gens viennent aussi, les gens aussi m'aident un peu. Il n'y a aucune personne dans ma famille ici. Les gens peuvent avoir le contact aussi, mais je ne fais pas là-bas. Tous les gens qui sont là-bas, les gens me disent que les gens sont quittés là-bas, fuient là-bas, ils ne connaissent pas comment ils aussi peuvent rentrer là-bas pour me donner aide. Une prise en charge qui coûte énormément aux promoteurs du dispensaire. Depuis plus de 6 mois qu'Elvis se trouve dans leurs locaux. C'est un enfant que nous l'avons reçu ici. Premièrement, il est arrivé comme un patient ordinaire. Je n'étais pas déjà là quand il arrivait. On lui a fait le premier pansement quand je n'étais pas là. Quand je suis arrivé, on m'a fait part. C'est au 3e pansement que je me rends compte que c'était un cas vraiment sérieux. C'est là où je lui dis, votre pansement là, c'est un pansement qui va prendre beaucoup d'argent. Parce que votre pied, on risque de l'amputer si on ne prend pas vraiment soin. C'est depuis plus de 6 mois qu'il est là. Quand je lui dis ça, il revient le lendemain avec 15 000. Je demande 15 000, c'est pourquoi il dit qu'il allait à l'église demander de l'aide. Et c'est ce qu'on lui a donné. Bon, voyant que nous avons déjà commencé, on a pris les 15 000. On a fait ce qu'on pouvait. Mais voyant qu'on ne pouvait plus le laisser partir, on lui a posé le problème d'où il sort. Puisqu'il fallait qu'on l'interne. Il a dit qu'il n'était pas... Il était déjà avec tous ses bagages. Puisqu'il marchait avec. Donc il n'avait pas de maison d'habitation. C'est un enfant qui habitait dans la rue. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai tellement souffert sur ce pied que je ne sais plus comment faire. Parce que on a été obligé de le prendre en charge. Le prenant en charge, il a occupé un lit dans une salle qui prenait 3 lits. Avec le pied qui sentait, on était obligé d'isoler entièrement cette salle. Donc depuis plus de 6 mois aujourd'hui, cette salle qui prenait 3 malades, 3 patients, il occupe seul. Le coût par jour dans cette salle, pour ce garçon, à lui seul, c'est au moins 20 000 francs. Et je suis presque épuisé. Je ne sais pas comment faire pour continuer ce travail que j'ai commencé il y a 6 mois. Et j'ai vraiment l'envie de le faire. J'ai l'envie. Ma pharmacie est à vide. Donc si les gens peuvent venir en aide pour que je continue ce travail, je veux continuer. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers,
c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante connu. La fraîcheur de la matinée et les rayons de soleil qui nous accompagnent sur la route qui mène au village Fosson-les-Lem dans le département de la Minois laissent le goût d'une vie paisible. Les hommes et les femmes que nous rencontrons sur le chemin s'empressent de zaquer à leurs occupations respectives. Mais cette quiétude est loin d'être la chose partagée de tous les habitants de ce petit village situé à environ 30 minutes de route de la ville de Tchang. Notre voyage nous conduit au son de cette famille habitant le village Fosson-les-Lem pour qui le ciel s'est obscurci depuis plus d'un an déjà. Un an que cette modeste famille a perdu le sourire, emporté depuis lors dans les vagues de la douleur et du désespoir. À l'origine de la tristesse, l'état de santé de leur fils et frère, le nommé Akameza Jules Patrick, victime d'un accident de travail dans un chantier dans la métropole économique du Cameroun. Prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs. Et voilà le quotidien de ces personnes vulnérables. Aujourd'hui, des personnes qui ne peuvent pas se prendre en charge. Vous l'avez constaté à travers ce reportage de Leclerc Sakem, du bureau de l'Ouest Cameroun, et également Cédric Nding, qui se sont associés pour vous produire le chef-d'œuvre que vous avez suivi, écouté, avec notamment la touche particulière de Danny Warenze 2, également dans ce reportage. Et avec nous sur ce plateau pour avoir une idée précise de ces différents cas présentés, nous avons Manfo David Désiré. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Et vous êtes infirmier, enseignant en soins infirmiers à la retraite. Ça, il faut le rappeler. Vous exercez toujours, cette fois, la Fondation Bernard Focou. Et il me souvient que vous étiez également à la Quintini à l'époque, le pavillon de traumatologie, appelé encore pavillon Bensikin, parce que c'est là-bas que l'on retrouve tous les accidentés de Bensikin, des conducteurs ou des motos. Voilà. Effectivement. Alors, vous avez suivi le reportage, vous avez également suivi les témoignages de ceux qui sont encore sur ce plateau, puisque Ibela Joseph Marc est encore avec nous, il vient de Malmayo. Ce sont des cas que vous avez rencontrés à l'époque, ou alors que durant votre période d'exercice, vous êtes revenu sur un certain nombre de faits. Tout à l'heure dans les coulisses, vous me disiez que c'était pratiquement votre quotidien. Effectivement, c'était notre quotidien parce que à l'hôpital à Quintini, on en avait beaucoup de cas. Également, il arrivait que d'autres cas soient pris en charge par des médecins spécialistes, des traumatologues. Et à ce moment, il fallait passer par le bloc opératoire, nettoyer les plaies avant de continuer le traitement médical. Donc, je peux dire que c'est un cas, ce sont des cas que j'ai beaucoup vécu lors de mon travail et que je continue à vivre entre-temps. Puisque vous n'avez pas laissé, même si vous êtes à la retraite en ce moment, vous êtes toujours en activité. Le médecin ou alors le personnel de santé ne va pas à la retraite, vous voulez dire? Effectivement. Les voisins vous sollicitent toujours? Effectivement. Les voisins et aussi les hommes promoteurs de cliniques, comme le cas de centre médical Bernard Focou. J'y vais de temps en temps quand je ne suis pas à l'école en train d'enseigner. D'accord, vous avez une expérience avérée. Merci d'être avec nous ce soir. Également avec nous sur ce plateau, docteur Akono Joël Alex. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Flavien. Vous êtes médecin généraliste, vous travaillez pour l'hôpital de Ndokpassi, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Effectivement. Lorsque on vous a contacté, c'était justement pour partager avec les téléspectateurs l'expérience que vous avez également de ces plaies inguérissables. Oui, et vous avez écouté les uns les autres.
sur ce plateau? Oui, Monsieur Flavien, généralement nous recevons des cas pareils en consultation, mais généralement ces patients viennent à un stade un peu avancé de la maladie. Et plusieurs causes peuvent être imputées à cela. Nous avons le manque de moyens financiers dans la majorité des cas. Ces patients qui se plaignent de moyens financiers car la prise en charge de ces plaies est très coûteuse vu qu'elle s'étend sur une période relativement longue. Et il y a également d'autres causes qui peuvent être imputées à cela. Nous avons des causes sociales, car généralement ceux qui ont ces plaies sont rattachés à des actes mystiques qui sont traités de sorciers pour la plupart et abandonnés par la population. Donc du coup ils sont délaissés et la plaie continue à prendre de l'ampleur. Et généralement c'est lorsque l'odeur devient insupportable ou bien lorsqu'on en a marre d'entendre les cris du patient que l'on se dépêche de l'amener dans un hôpital public. Mais d'autres également rattachent cela à du mysticisme. Ils se disent c'est un tiers qui a probablement lancé cette maladie à telle personne, ou bien le patient a probablement traversé quelque chose, comme ça se dit généralement au quartier. Et au lieu de se rendre dans une structure hospitalière, ils se rendent chez les marabouts, chez les guérisseurs, qui créent généralement des décoctions qu'ils déposent sur la plaie et qui ne sont pas favorables à la bonne guérison de la plaie. Donc tous ces raisons sont imputables à l'étendue des plaies et à la chronicité des plaies au long terme. Et il faut savoir également que ces plaies sont considérées comme des maladies et nécessitent un bon diagnostic, car c'est à partir du diagnostic que nous pourrons également appliquer une bonne prise en charge par la suite. D'accord, nous allons sûrement parler des causes tout à l'heure. Alors, un autre qui est un habitué de ces plaies chroniques, c'est Ikome Njonjo Adolphe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien. Vous êtes psychologue clinicien, psychomotricien également. Et lorsque je parle de Akono Linga, ça vous rappelle certainement des choses importantes. Je veux dire le projet de la prise en charge des plaies chroniques, un projet qui est resté et qui a connu son temps et qui a également fait des progrès à un moment avec quelques cas qui ont été solutionnés. Un habitué, peut-être pas, mais une expérience relativement courte, justement dans le cadre de ce projet de prise en charge de l'ulcère de Boroli, où j'ai pu, pendant une courte période, intervenir dans le cadre de la prise en charge psychosociale de ces plaies-là. Et donc, il faut dire déjà ici que le problème qui se pose est celui du diagnostic et celui du lieu où doit normalement s'effectuer ce type de prise en charge. Parce que c'est des plaies qui ne se soignent pas de la même façon qu'on peut soigner d'autres plaies qu'on a l'habitude de rencontrer, peut-être suite à un accident, suite à un autre problème. Donc là, comme le disait Dr Akono, il y a la question du diagnostic, mais du diagnostic précoce, c'est-à-dire que c'est des plaies qui doivent être précocement diagnostiquées pour être prises en charge de manière à éviter que cela entraîne des invalidités, comme on a pu le voir. On a beaucoup parlé de pansement, mais en réalité, ce que nous avons vu à Akono Linga, c'est que le pansement ne constitue pas l'essentiel de ces soins-là. Ce n'est qu'une petite étape des actes très complexes qui doivent être posés par les soignants dans le cadre du traitement de ces plaies-là. D'accord. Et je voudrais rappeler que Ibela Joseph est toujours avec nous parce qu'il a évoqué, Dr Akono l'a également rappelé, que c'était une maladie mystique. Voilà. Il dit qu'à l'hôpital, on ne dit pas exactement qu'est-ce qui est la cause de sa plaie, c'est ça? Exactement. Voilà. Vous avez revenu du Gabon avec cette plaie qui ne guérit pas jusqu'ici. Oui. Voilà. Dr Akono a évoqué la question du mysticisme. Voilà. C'est ce que les patients vous disent quand ils arrivent. Justement, c'est généralement ce qu'ils évoquent en premier, qui pensent que c'est pas du domaine médical. Ils ont eu à penser que c'est pas du domaine médical, donc ils ont essayé d'abord chez le guérisseur du quartier ou le marabout. Mais vu le non-avancement de l'évolution de la plaie, ils se rapprochent dans des structures hospitalières. Et nous recevons des patients qui présentent des plaies
qui suppurent, qui sont en état de détérioration très très avancé. Et généralement, la prise en charge est très très longue et très très difficile dans ce genre de situation. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut partir d'un bouton au niveau de son pied et le bouton devient une plaie inguérissable? Ça peut être dû à quoi? Généralement, c'est dû au milieu dans lequel la plaie se présente. Car généralement, ces patients sont des patients qui vivent dans un milieu de promiscuité. Donc au départ, nous avons une toute petite plaie. Et lorsque les conditions d'hygiène ne sont pas assez bonnes, la plaie s'infecte et prend de l'ampleur. Et plus elle prend de l'ampleur, plus elle devient difficile à gérer. Généralement, c'est ce qui se présente dans la plupart des cas. Et certains patients aussi présentent généralement des comorbidités, comme le diabète ou bien une insuffisance veineuse, qui favorisent l'aggravation de la plaie et qui retardent sa cicatrisation. Alors, Marc, par exemple, dit que le médecin a expliqué que le sang ne circule pas. C'est l'expression utilisée. Oui, c'est-à-dire quoi? Lorsque le sang ne circule pas, nous sommes devant un cas d'insuffisance veineuse. Car pour une cicatrisation, il faudrait que le sang apporte des éléments nutritifs qui vont permettre au tissu de se régénérer afin de favoriser la circulation. Alors, lorsque nous avons cette anomalie de circulation, le milieu n'est pas assez enrichi en éléments nutritifs pour permettre la cicatrisation. Du coup, cela prend du temps. Et si nous sommes encore dans un milieu où nous avons une pilulation des germes, c'est pas la bonne. Ça ne sera pas évident que cela soit cicatrise de façon efficace. Alors, d'où les complications qu'on observe aujourd'hui, ce n'est pas une paire de chaussettes qu'il porte, mais plutôt une bande qui enveloppe un peu la détérioration de sa jambe. De sa jambe, oui, effectivement. Ça pourrait aller jusqu'à la cuisse? Ça pourrait aller jusqu'à la cuisse. Parce que c'est en train de monter, même déjà constater que s'il prend de l'ampleur, ça grossit. Et ça a commencé depuis le bas, tout en bas là, c'est en train de monter. C'est en train de monter, c'est déjà au niveau de la cuisse. Comme vous pouvez bien le constater. Alors, Manfo David Désiré, c'est un cas que vous connaissez? Vous avez déjà vécu? Effectivement, j'ai aussi vécu de tels cas. La prise en charge est surtout multidisciplinaire. Oui. Mais avant la prise en charge, quand même, quand un patient arrivait avec un pied comme celui-ci? Oui, ça veut dire que les germes, les bactéries ont commencé l'infection et ça envahit le membre. La plupart du temps, ça passe par les vaisseaux sanguins et ça infecte toute une large zone. Et la guérison devient un peu difficile. Oui. C'est qu'il faudra faire des pansements vraiment un peu rigoureux et aseptiques pour pouvoir combattre les germes. Parce que lorsque l'infection est étendue, le traitement, la guérison devient plus difficile. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce sont des cas qui vivent dans une sorte de promiscuité, comme disait le Dr Akono? Ça n'arrive pas à des gens qui vivent dans un environnement, je veux dire, où tout est quand même clair, propre? Effectivement. Ou alors c'est une affaire de malchance, comme qui dirait? Non, il n'a pas malchance. Ce sont des personnes qui vivent dans un milieu un peu malsain, où il y a assez de germes. Et en plus de cela, la prise en charge est retardée. On ne sollicite pas vite le personnel de santé pour prendre en charge le cas. Et puis les complications s'installent. Comme disait le docteur, les gens passent d'abord le temps à penser à une maladie mystique, ce qui freine. Alors que si on commençait un peu tôt, on aurait dû freiner l'évolution de l'infection. Alors Elvis, par exemple, qui était sur ce plateau et que vous avez suivi dans le reportage, dit qu'il a, lorsque ça commence, il va consommer quelques comprimés, croyant que c'était juste un bouton ou alors une petite blessure passagère.
Mais il réussit quand même à mettre le pied dans une chaussure. Oui. 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 2 jours durant. Oui. Et c'est de là que tout part. Effectivement, ce qui a compliqué sa situation, c'était la botte. Donc, la chaussure qui était très serrée. Et l'infection s'étendait et il ne s'en rendait pas compte. Surtout puisqu'il continuait à faire ses activités. C'est là où il est revenu avec la jambe presque toute pourrie. Ouais. On voit également, il y a plusieurs cas présentés ce soir. Il y a aussi le cas de notre ami qui vient de la Ménoire, qui a connu un accident de la circulation, un accident de travail, Jules Patrick, un accident de travail, toute une masse de fer qui tombe sur son dos, et ça bouscule un peu sa colonne vertébrale, le vertèbre se déplace, et ça paralyse sa partie, je veux dire ses membres inférieurs. Aujourd'hui, les escarres ont occupé l'espace parce qu'il est insensible à ces endroits. Effectivement, l'atteinte de la colonne vertébrale, surtout de la moelle, a été pour beaucoup. Parce qu'avec perte de sensibilité, il ne vous dira jamais que j'ai mal sur tel point. Alors que s'il y avait un peu de sensibilité, il devait crier, on vient attendre au secours. Donc, l'atteinte de la moelle épinière a été pour beaucoup pour ces complications. D'accord, les complications. Docteur Akono, c'est la même chose pour ce jeune homme qui aujourd'hui vit au village parce que la famille est épuisée financièrement. Après avoir fait le tour des formations sanitaires, on n'a pas pu trouver la solution à son problème. Les escarres se sont installés. C'est un autre, c'est pratiquement différent de ce que nous parlons ce soir aussi. Je veux dire des plaies incurables. Oui, comme autre problème, si je peux le dire ainsi, dans la prise en charge, c'est la qualification du personnel de santé. Nous devrions organiser des séances de recyclage du personnel dans la prise en charge de ces plaies infectées, ainsi que des patients tétraplégiques, comme c'est le cas du monsieur qui a eu un traumatisme au niveau de sa colonne vertébrale. Car ces patients ont une prise en charge différente des patients qui peuvent se mobiliser, afin d'éviter des complications comme ces escarres qu'ils présentent, qui généralement à la longue sont difficiles à récupérer. Parce que si les hôpitaux sont assez équipés, nous aurons des liens anti-escarres et le personnel, s'il est assez qualifié, mobilisera le patient de temps en temps pour éviter que les zones d'appui ne soient maintenues pendant longtemps afin de permettre la formation de ces escarres. Alors, je veux dire, et comme John Joe, vous avez parlé de la prise en charge, je veux dire, de pansement qui n'est pas, ou alors qui dépend du cas, parce que le pansement ne se fait pas de la même façon pour ces différents cas. Chaque cas a son pansement. Qu'est-ce qu'on peut dire, forcément, ou alors pour ce cas, le cas de Marc par exemple, oui, il y a bien d'autres qui sont passés sur ce plateau aussi. Je vais parler de ce que je maîtrise un tout petit peu, parce que les cas de plaies qui sont présentés ici aujourd'hui n'ont pas la même cause. Mais pour certains de ces cas-là, on peut imaginer, on peut avoir comme hypothèse que ça pourrait être effectivement dû à une bactérie, comme c'est le cas par exemple dans l'ulcère de Broglie. Et dans ce cas-là, les soins nécessitent un personnel formé sur ce type de plaies, qui a le protocole, des protocoles qui ont fait leurs preuves, parce que la prise en charge de ce type de plaies ne peut pas s'improviser, même s'il s'agit de personnels soignants qui sont qualifiés pour plein d'autres choses. Mais pour ces cas précis, je pense qu'il s'est posé le problème de comment ou où les orienter pour qu'ils reçoivent les soins les plus appropriés. Le projet de Médecins sans frontières s'est arrêté, mais avant qu'ils ne partent, ils ont transféré un certain nombre de compétences dans les différentes structures où le projet et le programme étaient mis sur pied.
et qui continue normalement d'accueillir et de traiter ces personnes avec des plaies chroniques. Donc il y a dans ces cas-ci, quand je vois un peu les soins, ce qui est dit, on parle de pansement. Il y a un seul cas où je vois l'expression de la douleur, mais lui c'est à cause de la zone où se situent les plaies, où il est constamment en appui là-dessus. Mais sinon, dans ce type de plaies, pour traiter efficacement, on va faire des soins qui peuvent être, le soin lui-même va être très douloureux. Le soin va être très douloureux. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut faire une détertion de la plaie, il faut irriguer, comme le médecin à l'hôpital et celui sur le plateau a parlé de problèmes de circulation du sang et son importance dans la cicatrisation. Quand ce n'est pas le cas, il faut un personnel qui a l'expertise pour faire ce travail-là. Donc ce qu'on observait, c'est que, en fait, c'est des soins qui sont très douloureux et qui doivent se répéter assez souvent, de telle sorte que c'est des personnes qui ne viennent pas en ambulatoire, tout simplement. Vous voyez, qui doivent être dans une structure, dans une unité spécialisée, où ils vont recevoir des soins appropriés pour cela. Et même quand ça se fait dans ces unités qui ont la compétence, c'est un traitement qui est assez long et la guérison peut être relativement lente. Donc, et la question aussi du diagnostic, la question de l'influence de facteurs socioculturels joue un rôle, mais un rôle négatif dans l'évolution de ces plaies-là, parce que on va perdre beaucoup de temps à faire des recours à des personnes qui peut-être ne sont pas les mieux indiquées dans ce cas-là, et c'est du temps perdu, c'est la maladie qui évolue, et qu'on peut arriver quelquefois, malheureusement, à des situations très pathétiques, comme ce qu'on observe ici. Nous avons vu les mois que ces situations-là ont suscité, même au niveau de ce plateau. Ça veut dire que sur le plan psychologique, c'est un autre problème. C'est un problème. Pour ceux qui sont malades et pour ceux qui vivent autour de la personne malade, je veux dire les parents. Oui, tout à fait. Pour la personne qui est porteuse de ces plaies chroniques, elle peut être affectée à plusieurs niveaux. Elle va être affectée parce que, premièrement, vous voyez, le corps, c'est normalement, on a une représentation de son corps en bonne santé. Là, il va avoir une atteinte au niveau de l'intégrité corporelle, il va y avoir une atteinte au niveau de l'image que la personne a d'elle-même, il va avoir également, quelquefois, un isolement, n'est-ce pas, du fait que cette plaie est perçue par l'entourage et par le malade même comme étant peut-être le résultat soit d'une punition, soit de quelque chose de mystique qui va faire qu'on veut exclure ou que la personne elle-même va s'auto-exclure. Donc il y a l'anxiété et la dépression qui sont des répercussions importantes qu'il faut prendre en charge, parce que l'expérience a montré que les patients qui sont anxieux et dépressifs, avec ces plaies-là, ont une guérison, un rétablissement qui est beaucoup plus lent. Vous comprenez? Donc il y a énormément d'implications, de répercussions sur le plan psychologique, et la prise en charge psychologique, dans ces cas-là, doit concerner enfin, l'intervention du psychologue doit concerner le patient, doit concerner même l'équipe soignante. Même l'équipe soignante, parce que ce n'est pas des soins faciles. Ce n'est pas des soins faciles. Pour ceux qui ont accepté en tant que soignants de faire ça, et même gratuitement, déjà, c'est des personnes qui ont vraiment, s'ils ont la vocation, on peut dire ça comme ça. D'accord. Pour ce travail. Alors, docteur Akono, il y a, je vais dire, un phénomène qui revient, c'est celui de l'ignorance. Lorsque ça commence, c'est chacun qui veut être lui-même médecin, être soignant et autres, tout ce que ça peut comporter. Et on va voir sur les tradipraticiens et autres. C'est quand ça se complique qu'on cherche le chemin de l'hôpital. Donc il y a quand même un problème d'orientation. On a un cas comme celui-là. Il faut aller où? À l'hôpital ou il faut aller chez le tradipraticien? Il y a effectivement un cas d'orientation chez ces patients. Et nous encourageons les pouvoirs publics à pouvoir instaurer des séances d'éducation de la population sur la prise en charge. Vous êtes médecin, vous pratiquez. Est-ce que vous le faites lorsque les patients arrivent chez vous? Vous dites, écoutez, désormais, si vous avez un problème ou vous avez un voisin, dites-lui d'aller à l'hôpital.
Oui, M. Fabien, ça se fait chez des patients qui viennent et que nous constatons qu'ils sont à un stade un peu avancé. Nous leur prodiguons des conseils qu'ils pourront transmettre à leurs voisins pour que des situations pareilles ne se présentent plus. Parce que plus tôt le diagnostic est posé, plus tôt la prise en charge aussi est faite et mieux la cicatrisation sera également faite. Mais lorsqu'ils viennent avec des plaies qui sont généralement très avancées, c'est souvent un peu difficile de leur faire comprendre que le traitement sera long et sera également coûteux. Vu qu'ils ont déjà eu à parcourir des centres hospitaliers où ils ont eu à dépenser de l'argent, leur faire comprendre qu'ils dépenseront encore de grosses sommes d'argent dans la structure hospitalière est souvent difficile à faire intégrer à ces patients-là. Alors on va parler de la prise en charge beaucoup plus parce que j'imagine que c'est cette partie qui vous intéresse de par votre expérience. Donc, alors comment est-ce que ça se passait à votre époque ou alors que ça se passe puisqu'il vous arrive parfois de rencontrer des cas de plaies guérissables aussi, curables, et même des plaies simples aussi. Comment vous faites quand un patient arrive chez vous? La prise en charge se fait comment? C'est selon le cas ou alors il y a une technique générale? C'est selon le cas. Malgré le fait que ce soit selon le cas, il y a une technique générale. Cette technique générale, c'est la contribution des médecins, la contribution des infirmiers pour faire les pansements. Ça peut être quotidien ou bi-quotidien. Et aussi la contribution du nutritionniste pour savoir quelle alimentation donner aux patients. Et parlant de la prise en charge concernant les pansements, à ce moment, au début, on pourra faire le pansement 2 fois, surtout pour le cas où la plaie suppure et dégage beaucoup. On pourra faire le pansement 2 fois. Le but ici, c'est garder la plaie propre. Parce que lorsque la plaie n'est pas propre, quel que soit le traitement que le médecin va prescrire, c'est serein en vain. Alors, je prends le cas que vous maîtrisez le plus, le cas d'Elvis, par exemple. Pourquoi sa blessure n'arrive pas à se cicatriser? Il a quand même un pansement régulier. Oui. Comme disait le psychologue tout à l'heure, c'est un processus assez long. Il y a eu délabrement de toute la jambe. Maintenant, il faut que ça progresse tout doucement. Lorsque nous regardons la plaie aujourd'hui, on est satisfait du travail fait. Travail fait par les infirmiers, travail fait par le médecin et aussi d'autres collaborateurs. Et sur cet aspect, franchement, le soutien psychologique a une très grande place. Parce qu'à un certain moment, il se croit condamné à mourir ou bien avoir un pied amputé. Il faudra le convaincre que, quel que soit le cas, on va le guérir. La preuve est qu'aujourd'hui, il boite déjà un peu avec son pied, alors qu'au départ, il ne parvenait pas. Mais à quel moment on arrive à... On pense déjà à amputer la jambe de quelqu'un qui est, par exemple, dans le cas de Marc? Voilà, l'amputation est envisagée. Bon, je ne peux pas vraiment poser ce diagnostic, mais avoir les pratiques quotidiennes des traumatologues et de médecins, lorsque le tissu mou est tellement endommagé, ça veut dire le muscle et la peau est tellement endommagé et que l'os est exposé. Et surtout lorsque la situation aussi est exposée, on envisage souvent l'amputation pour éviter qu'il se développe une septicémie. Oui. Et là, c'est une causerie entre le patient et vous, ou alors vous décidez tout seul? Non, le médecin lui-même, il décide. Il explique quand même au patient? Il explique au patient. Mais comme je vous le dis, dans la plupart des cas, quand il s'agit d'une plaie pareille, l'amputation viendra comme vraiment une dernière solution. Autrement dit, on n'ampute pas si facilement, on prend du temps.
avant de prendre une telle décision. Alors, et quand même, vous voulez dire quelque chose à propos? Oui, votre question, celle de savoir qui décide finalement, c'est une question qui se pose dans le cadre de la prise en charge de ces plaies chroniques. Parce que la relation des soignants et du patient dans le cadre de la prise en charge de ces plaies chroniques n'est pas la même. Habituellement, on a une relation qui est dite hiérarchique, c'est-à-dire que c'est le médecin qui sait tout, c'est le médecin qui prend les décisions et qui les applique. Mais dans ce cas-là, il faut un changement au niveau de la posture des soignants qui doit apporter plus d'informations aux malades, aux patients, parce que ça va contribuer à faire en sorte qu'il accepte mieux toutes les propositions thérapeutiques qui vont être faites. Ça va contribuer à faire en sorte qu'il soit moins inquiet, moins anxieux, et ça va permettre que les soins se passent dans de bonnes conditions. Il faut que le médecin soit empathique, il faut que le médecin ou le soignant puisse se mettre un tout petit peu dans la peau, à la place de cette personne-là. Donc on a une relation qui ne devrait pas être hiérarchique, mais c'est une relation de partenariat qui doit s'établir, où le médecin peut prêter une oreille attentive à ce que dit et à ce que souhaite le patient. Et ça va jouer un grand rôle parce que, comme je le disais déjà, c'est des soins qui sont normalement assez douloureux. Et pour que ce soit suivi jusqu'au bout, pour que le patient ne fuit pas, comme on peut le dire, parce que c'est des cris, des gémissements qu'on entend dans ces unités de prise en charge spécialisée. Donc, pour que la personne soit compliante, il faut effectivement que cette relation-là de confiance puisse s'établir avec le médecin, qu'ils comprennent qu'ils sont partenaires, qu'ils comprennent que le soin qui est douloureux est fait dans son intérêt. D'accord. Alors, docteur Akono, c'est le cas, c'est ce qu'on devrait faire, parler avec le patient, lui dire, bon, au lieu de garder un pied qui se détériore au fil du temps, il est peut-être préférable de se débarrasser de cette partie. Oui, généralement, l'amputation vient en dernier recours, après avoir épuisé toutes les autres tentatives de pansement et de traitement antibiothérapie par des antibiotiques. Et cela se fait avec la collaboration du patient. Car une amputation ne se décide pas uniquement par le médecin. Il échange avec son patient, il lui explique la situation et il lui fait comprendre que le membre est peut-être nécrosé et que la septicémie peut-être peut se présenter, ou bien une évolution assez avancée de la plaie qu'il faudrait mieux amputer. Et c'est avec l'accord du patient que le chirurgien à la longue pourra donc amputer le membre pour limiter l'évolution de la plaie, par exemple. D'accord. Alors, ce qu'on devrait peut-être comprendre ici, c'est que pour ces différents cas que nous avons présentés ce soir, c'est qu'il faut déjà passer par refaire des examens, savoir exactement quelles sont les causes véritables de ces plaies aujourd'hui. Oui. Tout part d'un bon diagnostic. Car si le diagnostic n'a pas été posé, la plaie ne pourra pas cicatriser. Parce que si le patient présente par exemple une insuffisance veineuse et que l'on fait juste des pansements, cette plaie ne cicatrisera jamais. Si le patient est diabétique et que son diabète n'est pas équilibré par exemple, la plaie n'évoluera pas dans de bonnes conditions. Si par exemple le milieu dans lequel le pansement est fait n'est pas bon, la plaie également n'évoluera pas. Donc c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faudra réunir pour s'assurer de la bonne cicatrisation de la plaie. Alors, et là, il y a un de les cas, le cas bien entendu de Marc, je veux dire Jules Patrick, et qui souffre des escarres aujourd'hui. Il faut repartir, il faut reprendre des examens à zéro. Question de savoir comment faire pour résoudre le problème. Le cas de ce monsieur que vous avez dit est probablement celui qui a suscité peut-être le plus d'émoi. Il se pose la question dans son cas à la fois de la douleur et de la souffrance. La douleur, c'est parce que il éprouve, il ressent dans son corps un certain nombre de sensations qui ne sont pas agréables, qui sont dites nociceptives. Et la souffrance, c'est parce que ça le met dans une situation, il ne peut plus se lever, il a perdu son autonomie, il est traité, entre guillemets, comme un enfant,
alors qu'il est lui-même le père d'un enfant et ne peut plus assurer aujourd'hui son rôle de père. Il vit dans des conditions que nous avons vues qui sont assez précaires, et l'environnement même dans lequel le patient se trouve va avoir un impact sur sa capacité à s'adapter à sa maladie, à cette situation-là, et à faire face à tout ce qu'il y a en termes de douleur et de difficultés. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aura... Il fait preuve aussi d'une capacité de résilience assez importante, parce que c'est vrai, il exprimait la douleur au niveau de son faciès et de ce qu'il pouvait en dire, mais il a besoin d'un soutien à la fois financier, il a besoin de soins appropriés, il a besoin d'un soutien psychologique, mais pas nécessairement uniquement par les aidants naturels, les personnes qui sont autour de lui, mais par des professionnels aussi de la question. D'accord. Alors, nous avons reçu plusieurs cas sur ce plateau, des cas qui nécessitent beaucoup de moyens pour leur prise en charge. Vous avez vous-même constaté que c'est des gens qui expriment le manque de moyens, disent bon, ils sont venus à Regard Social parce qu'il leur faut des moyens pour leur prise en charge. On devrait les accompagner dans ce sens. Oui. Effectivement, le grand problème chez ce malade, c'est le traitement qui est souvent coûteux, et même traitement dans l'ensemble, parce qu'il faudra des antibiotiques qu'on doit administrer 3 fois par jour, d'autres même 2 fois. Et il faudra un pansement qu'on doit faire 2 fois peut-être par jour. Et les pansements prennent beaucoup de compresses et prennent beaucoup d'antiseptiques pour nettoyer. Et ce qui fait que ça devient vraiment coûteux. D'accord. Parfois, le patient est obligé d'être abandonné dans une salle tout seul, parce que la plaie dégage. Les autres ont peur de sa salle et se sentent bien isolés, ce qui fait que le soutien moral est incontournable. Et comme disait Dr. Akono, franchement, si vous avez la chance de ne pas avoir d'autres pathologies sous-jacentes, surtout le diabète, les chances de guérison sont quand même un peu bien. Parce qu'avec le diabète, ça complique encore plus la situation. Alors, Dr. Akono, nous allons nous séparer dans un instant, le temps de donner un conseil quand même. On sait que ce programme est également didactique, aussi éducatif en même temps, qu'il faut accompagner ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous sur ce plateau, mais qui suivent quand même les conseils que vous donnez en tant que médecin. Oui, en tant que médecin, nous pouvons donner comme conseil aux patients de toujours se rapprocher des structures hospitalières lorsqu'ils ont des problèmes de santé, car le personnel a été formé pour leurs problèmes de santé et est prêt à les accueillir devant toute situation. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes arrivés au terme de cette édition qui a été pratiquement une édition raccourcie avec des cas que nous avons reçus ce soir. Nous avons reçu d'ailleurs le cas de Akemeza Jules Patrick qui souffre, qui a une partie où alors ses 2 jambes paralysées et aujourd'hui ses fesses sont désormais truffées des escarres. Il a besoin de votre soutien pour cette prise en charge qui est douloureuse, une prise en charge longue aussi, il faut le préciser, à la suite de ce que les experts ont essayé d'évoquer sur ce plateau. Nous avons également reçu Ibella Joseph Marc qui vient de Mbalmayo. Voyez-vous, il a toute une jambe déjà détériorée et il a besoin de votre soutien également pour sa prise en charge. Autant de cas donc évoqués ce soir, Elvis Ewange Mokete également qui était sur ce plateau. Donc ce sont des différents cas qui nécessitent et qui ont besoin de votre soutien et comme vous avez d'ailleurs l'habitude de le faire, c'est-à-dire accompagner ceux qui sont en détresse et merci déjà
pour des gestes de cœur que vous nécessitez de faire à l'endroit de ces personnes vulnérables. Merci à vous d'être venu. Votre expérience a permis à ce qu'on puisse comprendre comment est-ce que vous prenez généralement en charge des patients, surtout qui vivent des cas du genre. Merci également. Merci. C'était un plaisir d'être avec vous et surtout d'exprimer ma joie de suivre un malade et que demain je le trouve guéri. D'accord. C'est une satisfaction. Merci. Merci Dr Akono également d'être venu sur ce plateau. Merci M. Flavien. Nous encourageons donc la population à contribuer pour la prise en charge de ces plaies. Car plus vite nous débuterons leur prise en charge, plus vite nous pourrons donner du sourire à ces personnes, voir leurs plaies cicatrisées, de pouvoir vaquer à leurs activités quotidiennes comme toute autre personne. Merci. Alors, Ikome Njonjo Adolphe, également, vous êtes psychologue clinicien. Merci également d'être venu. Merci pour la confiance. On va dire merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. Cédric Nana, Théo Tchunke, Cédric Chouna et Cédric Nding. Et bien entendu, le public qui est avec nous comme tous les jeudis soirs. Merci à vous d'être venus. Merci également à Dani Warren Zedeke, le réalisateur de cette édition Regard Social. Madame, Messieurs, je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie des programmes d'Equinox.